L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone. Bonjour Yona José. Bonjour Clément. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business. Après quelques années, je veux dire quelques années, après 16 ans chez Airbus, des expériences à l'international, vous avez fait le choix de rejoindre Saunier Duval à Nantes. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet ? Ce qui m'a séduit, c'était le changement complet de business model. Donc il y avait tout en fait à repenser sur le site. Donc il y avait le projet en lui-même et je trouvais que la cause était noble. C'est que non seulement j'avais l'opportunité de, prendre la direction d'un site industriel, c'était vraiment ce que je cherchais, de mener un projet de changement d'envergure, et ça m'avait toujours animée tout au long de ma carrière, de mener des projets de changement. Et 3, ce changement, c'était vers la transition écologique, et donc à des fins nobles. Et je trouve qu'il n'y a pas souvent l'opportunité, en fait, qui plus est dans nos métiers, d'avoir cet ensemble. Et le poste, et les projets, et en plus, pour servir une cause qui me parlait. Qu'est-ce qui a fait de vous la... D'abord, peut-être, avant de nous dire qu'est-ce qui a fait de vous la bonne candidate, ça vous permet d'ailleurs de réfléchir à votre réponse. Comment vous avez été recrutée ? Comment vous avez été approchée ? J'ai été chassée. Alors, je m'étais mis quand même en mouvement. J'avais passé 16 ans chez Airbus. J'avais une très belle carrière. Enfin, je dois ce que je suis aussi à Airbus. Mais au bout de 16 ans, on arrive à un peu plus de la quarantaine et on se dit, bon, si je ne change pas maintenant, je ne changerai jamais. Et je me posais la question, ok, j'ai une bonne carrière chez Airbus, mais finalement, qu'est-ce que je vaux aussi ailleurs ? Il y avait ce questionnement de ma part. Au moment où j'ai pris la décision de me mettre en mouvement, c'était également Covid. L'aéronautique allait très mal. Ça voulait dire pour moi que mon souhait de devenir directrice de site s'éloignait. Et en fait, la patience n'est pas mon fort, Clément. Voilà. Et qu'est-ce qui a fait de vous justement la bonne candidate ? Il faudrait poser la question aux recruteurs, mais selon vous ? Je pense essentiellement deux choses. Je pense que ma carrière a été marquée par vraiment deux paliers. J'ai vraiment fait beaucoup de gestion de projets à l'international, donc en rapport avec beaucoup de fournisseurs européens. Ça, c'est la première des choses. Et 2, je m'étais dirigée aussi à un moment de ma carrière vers la direction de production. Et en fait, souvent, soit vous avez des profils qui ont fait quasiment que de la production, soit vous avez des profils qui ont fait quasiment que du projet et de la stratégie. Et je pense que ce mixte, en fait, a fait de moi une candidate intéressante pour Saunier Duval. Ça coûte cher de faire du sur-mesure. Ça vous coûte cher à vous et ça coûte cher à vos clients ? Écoutez, ça coûte cher à nos clients, non, parce que en fait, ce qui compte, c'est véritablement le fait d'apporter au client final une solution qui soit totalement customisée et totalement adapté à son besoin spécifique. Les fondamentaux de nos marchés aujourd'hui, c'est ça, c'est que les surfaces de logements se réduisent, leurs coûts augmentent, et donc optimiser le rangement dans le logement, c'est à la fois améliorer ses conditions de vie, améliorer son confort et aussi optimiser son patrimoine ou améliorer la valeur de son patrimoine. Donc ce sujet-là est déterminant. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est ça, on essaye de faire en sorte que chacun, en fait, quelles que soient ses attentes, qui veuille acheter sur le net, qui veuille bricoler et fabriquer et installer lui-même et acheter dans la grande distribution, ou faire appel à un artisan, ou à travers notre réseau Quadro, faire appel à un service complet, puisse trouver une solution adaptée à son besoin. Donc non, c'est pas cher, c'est un investissement. Bon, on va parler aussi évidemment de la formation et puis des femmes et des hommes qui vous accompagnent au quotidien. Comment se porte l'emploi au sein du groupe ? Vous avez encore beaucoup de métiers en tension chez Sogal et au sein de CMAI ? Alors on a régulièrement des métiers en tension et selon la zone géographique dans laquelle on exerce, ce n'est pas nécessairement les mêmes métiers. On a plusieurs postes ouverts aujourd'hui, que ce soit des postes d'agents de production,
que ce soit des postes de chauffeurs, que ce soit des postes de commerciaux ou par exemple aujourd'hui de responsables RSE. Mais je dirais que la tension est en train de baisser. Et ça tient à quoi? Vous arrivez à les séduire? Alors on s'approche du plein emploi? Je pense qu'on s'est approché du plein emploi, mais qu'on est en train de s'en rééloigner. Ça, c'est la réalité. C'est que les choses redeviennent un peu plus compliquées. On a de plus en plus d'acteurs qui sont en situation un peu plus compliquée autour de nous. Et donc, je pense que ça va créer un peu plus de fluidité dans l'emploi, ce qu'on commence à observer aujourd'hui. Et puis ensuite, je pense qu'on a une entreprise qui est quand même relativement attractive. Elle apporte, il y a une véritable vision, il y a un projet d'entreprise, il y a un projet de développement. On fait ce qu'il faut pour avoir des systèmes de rémunération qui soient équitables par rapport au marché. On fait ce qu'il faut pour former les gens, pour les aider à se développer. Voilà, en gros, on arrive véritablement à recruter les équipes dont on a besoin, même si de temps en temps les tensions sont un peu plus fortes. Pas de regret finalement d'avoir quitté l'école ou la formation justement un peu tôt, d'avoir plongé tout de suite dans le monde du travail? Pas toujours facile, pas toujours évident. Zéro regret. Si j'en ai un quand même, c'est au niveau de l'anglais. Je pense que j'aurais fait beaucoup mieux si j'avais eu des bonnes notions d'anglais. Voilà, c'est le seul point négatif que je garderais de ne pas avoir été assez loin aux études. Quel peut-être souvenir vous gardez, et quel souvenir et quelle valeur d'ailleurs vous gardez de vos premières expériences professionnelles et de vos relations avec peut-être les dirigeants, vos responsables, vos managers? Qu'est-ce qu'ils vous ont enseigné, que vous avez gardé, que vous conservez encore aujourd'hui? Le respect. Il nous respectait, il nous expliquait bien, il nous expliquait le travail, il nous donnait un sens à une envie de venir le matin parce qu'il y avait un sens à ce qu'on faisait, quoi. Voilà, c'est ce que je me rappelle de mes responsables. Vous m'avez confié que votre grand-père était maréchal Ferrand, votre papa était artisan, et vous êtes quoi, un industriel? Comment vous aimez vous définir? Pas comme un industriel, parce que j'ai l'image de l'industriel qui fait une pièce répétitive. Voilà, pour moi, l'industriel. Aujourd'hui, les gars que j'ai dans l'atelier, ce sont, même si on est nombreux, ce sont des gars qui se remettent en question tous les jours, qui ont appris un métier et qui l'appliquent tous les jours. C'est pas du répétitif, c'est une remise en question quotidienne. Pour faire la pièce qu'on fait, on ne fait jamais deux fois la même pièce, très rarement. En 2008, je le disais, vous arrivez justement chez Borlis, à l'époque, une des entreprises du groupe justement AIMS pour Anjou Aquitaine Industrie des matériaux souples. On reviendra évidemment sur les produits que vous confectionnez. Qu'est-ce que vous découvrez en poussant la porte à l'époque? Une odeur. L'odeur du cuir et de la colle, voilà. Et je me suis dit que je rentrais dans un univers qui me plaisait bien. Manuel, artisanal, avec l'ambition de faire de belles choses, et des choses qui ont du sens, puisque chaque personne dans l'entreprise voit passer des produits, les fabrique avec ses mains, et ça donnait vraiment du sens. C'est ce que je recherchais en fait. On a une image d'ailleurs plutôt artisanale du monde de la confection, ces produits, ces odeurs que vous évoquez. Est-ce que c'est toujours le cas ou ça s'est finalement, avec le temps, industrialisé? Alors moi, je peux parler de l'expérience qui est la mienne. Je ne suis pas dans le secteur de la mass production. Je ne suis pas dans la fast fashion. On travaille pour des grandes marques de luxe françaises. Et donc, ce qu'on fait, ce sont nécessairement des quantités limitées qui sont quelque part entre l'artisanat et la petite industrie. Mais on n'est pas du tout dans des secteurs comparables à ceux dans lesquels on pourrait mécaniser à outrance la fabrication de ces produits-là. Ça vous revendiquez justement cette approche artisanale que j'évoquais, de la petite série, et de répondre aux exigences des grandes marques de luxe que vous avez mentionnées. Moi, je trouve que ça donne du sens à ce qu'on fait tous les jours. Vous adressez pas uniquement d'ailleurs que le luxe, vous adressez aussi des secteurs d'activité assez diverses. Je le disais, mobilité, santé, ça tient à quoi, cette diversification? En dehors des activités dédiées aux grandes marques de luxe françaises, on a une activité industrielle de transformation des matériaux souples, d'encollage, de découpe, de perforation, d'assemblage ou de soudure, qui nous permet d'avoir un œil plus ouvert sur notre métier technique,
que celui que nous aurions si nous ne travaillions uniquement que pour des grandes marques de luxe. Voilà. Et ça nous permet notamment d'acquérir des moyens de production très différents de ceux qu'on peut trouver dans le secteur des matériaux souples. On a par exemple, en travaillant avec un bureau d'études aéronautiques, identifié des techniques de perforation laser qui nous permettent aujourd'hui de proposer des applications dans le monde du luxe sur de la soie, sur des foulards par exemple, qu'on n'aurait jamais pu trouver si on n'avait pas travaillé avec des industriels de l'aéronautique. Croissance et performance, on le comprend bien aussi. Je voudrais qu'on ait un mot sur ces transitions. Vous êtes sur une activité industrielle consommatrice d'énergie. Il y a les sujets de transition énergétique, il y a les sujets de transition environnementale. Quelle signature vous avez envie, vous, de laisser, quelle trace vous voulez laisser en tant que dirigeant responsable économique dans ce monde qui est en train de changer, qui a besoin de changer? Pour la synthétiser, je dirais être déjà cohérent par rapport et tout à fait en phase avec ce qui a été annoncé. Nous sommes un acteur donc industriel dont, vous l'avez dit, l'activité offre une réelle intensité sur le plan capitalistique, mais aussi une véritable intensité sur le plan énergétique. Nous sommes consommateurs de gaz naturel, nous sommes consommateurs d'électricité, et l'empreinte que je souhaite laisser, c'est tout simplement celle d'une entreprise qui a épousé quelque part, je dirais, c'est pleinement inscrite dans son époque, a épousé ces grands enjeux a fait sien ces grands enjeux de la transition énergétique, et c'est totalement décarboné pour apporter aux clients des solutions éco-performantes permettant de construire un habitat sain, économe en énergie, mais dans une industrie qui véritablement a fait l'ensemble de sa transition partant d'un statut carbone très intense pour aller vers la neutralité. Ça prend du temps et ça coûte cher. Ce sont des coûts ou des investissements conséquents pour Bouiller-le-Roux? Oui, les investissements de transition énergétique pour Bouiller-le-Roux vont représenter au bas mot 75 à 100 millions d'euros pour la transition énergétique sur le plan thermique. Les coûts des matériels, les technologies sont de plus en plus sophistiquées, les études à réaliser sont de plus en plus lourdes aussi. Donc c'est pour ça que je cite une enveloppe. 75 à 100 millions devrait nous permettre de passer de 45% d'énergie décarbonée à date à 90% dans les 4-6 prochaines années. Donc ce qui en effet est considérable, parce que parallèlement à cela, il faut continuer à investir dans l'outil de production pour le moderniser, à investir dans les nouveaux produits, investir dans les hommes, investir dans la digitalisation pour préparer l'entreprise à l'ensemble des défis qu'elle devra affronter. Bon, concilier évidemment performance durable et performance économique, c'est toute l'équation que vous allez continuer de résoudre chez Bouiller-le-Roux. Merci beaucoup Roland Bénard d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil d'invité business. Un grand merci à vous. Merci. L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone.